Bonjour et bienvenue dans cette quatrième étape de mes invitations au voyage. Alors, vous le voyez peut-être déjà, le cadre n'est pas exactement le même que d'habitude, mais le principe va rester le même. Le cadre est différent parce que nous sommes chez un très grand chef d'orchestre, baroque mais pas que, parisien, français mais international aussi. Nous sommes chez Leonardo García Alarcón, notre premier invité. Et puis notre deuxième invité, c'est le président du Festival d'Ambronay, le créateur du festival, Alain Brunet. Et donc, je vous le disais à l'instant, on va rester dans les mêmes cadres, c'est-à-dire que l'on va rencontrer Léo, on va rencontrer Alain, et puis ensuite, ensemble, nous discuterons tous les trois. Bon voyage. Leonardo García Alarcón, bonjour. Bonjour Marc. Est-ce que vous êtes un grand lecteur de science-fiction ? Alors, le premier roman de science-fiction était Frankenstein, 1816, ville de Genève, pendant un été volcanique européen. Alors, bien sûr que depuis Frankenstein, la science-fiction a beaucoup influencé tous les artistes, l'imagination. Et c'est vrai que mon métier aujourd'hui, c'est quand même de la science-fiction. Ben oui, c'est ça, parce que je vous pose la question, vous dites « je fais de la science-fiction ». Alors, c'est la première fois que j'entends un chef d'orchestre dire ça. Pourquoi est-ce que vous faites de la science-fiction ? C'est assez naturel à penser que toute la démarche d'un musicien qui est intéressé par les manuscrits d'un compositeur, de tous les documents qui l'entourent, même la ville, l'architecture, tout cela fait partie de ce qui entoure vraiment la curiosité des musiciens comme moi ou des artistes aujourd'hui et qui stimule l'imagination. Mais après, au moment de pouvoir appliquer cela, au moment de faire des choix d'interprétation, au moment de travailler à l'opéra avec un metteur en scène, vous devez faire des concessions et vous devez amener cette musique, les idées, l'esprit de ces compositeurs à un monde d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous rentrez dans les domaines de la fiction. Cette fiction, elle est vraiment quelque chose que nous tous, interprètes, on doit admettre d'avoir au moment d'accepter humblement que jamais on pourra interpréter la musique comme on l'interprétait à la Renaissance ou au baroque. Ce serait vraiment quelque chose d'imaginer un musicien qui dise aujourd'hui « oui, j'ai le savoir de comment il faut interpréter une musique ancienne ». Cela n'existait pas. Alors on peut savoir et connaître beaucoup de choses, surtout tous les paramètres qui ont à voir avec les tempos, les rythmes, l'articulation, la dynamique, la ligne, et les instruments, de style, les instruments aussi. Et les instruments oui. comme outil à cela, comme la voix qui transmettait cela. Mais c'est vrai que dès le moment où vous prenez des choix d'interprétation pour vous adresser à un public, et surtout à l'opéra, vous êtes dans le domaine de la fiction, Marc. Alors, à vous voir diriger, Leonardo García Alarcón, à vous entendre, à vous voir là, en ce moment, on se dit qu'être chef d'orchestre, c'est un bonheur pour vous. Et pourtant, vous dites, être chef d'orchestre, c'est une douleur. Alors expliquez-nous, elle vient d'où cette douleur ? De cette fracture entre la science et la fiction ? C'était pour moi, à mon enfance, bien sûr, au moment où j'ai transmettais à ma sœur et à mes amis la musique, surtout la musique de Bach, de Handel, où je pouvais, avec mes mains et avec mes bras, exprimer un tout petit peu de ce que j'ai ressenti. Et à l'intérieur, c'est devenu tout à fait naturel de commencer à le faire pour que les autres personnes autour de moi puissent comprendre ce que j'étais en train de ressentir. La douleur arrive dès le moment où vous êtes devant des interprètes et vous entendez une chose à l'intérieur, et à l'extérieur, il y a une autre chose qui est en train de se reproduire. La technique arrive à ce moment-là, au moment où vous devez pouvoir corriger la distance qui existe entre ce que vous entendez, votre idée musicale, et ce qui sonne à l'extérieur. Vous devez avoir un grand pouvoir de conviction aussi pour le musicien et une manière de transmettre vos pensées musicales avec beaucoup de conviction. Et je pense que la douleur est aussi quelque chose qui arrive au chef d'opéra, surtout. À l'opéra, on doit admettre une certaine imperfection, une faiblesse qui est due à que les chefs ne contrôlent pas tout. Les chefs
ne contrôle pas tout comme dans un disque où vraiment on peut contrôler les sons, les vibratos avec le micro et dire j'aimerais cela, les reprendre, essayer. Dans un opéra qui est vraiment un être vivant, vous devez admettre que tous les solistes ont des caractères différents. Vous devez vous adapter, même votre geste, même votre manière de transmettre une émotion pour que cette personne puisse l'accepter, la comprendre et croire en elle. Mais chaque soir, la respiration sera différente. L'orchestre joue très différent, par exemple, à une répétition générale, où il y a beaucoup de peur, à une première, où il y a vraiment la très très grande anxiété, où tous les tempi peuvent changer, et vous-même, vous n'avez plus vraiment les pieds, l'assurance que vous aviez avant, parce que c'est les moments où vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver. La deuxième, où on est dans la joie pour comment le spectacle a été reçu et vous laissez un tout petit peu aller, mais cela provoque des chaos de partout. La troisième représentation, où vous vous sentez déjà à l'aise, et tout le monde, orchestre, chœur, soliste, pense qu'on connaît la pièce et qu'on doit déjà désaccélérer, et cela provoque un ennui général. Alors vous voyez à quel point l'opéra et le lyrique est un art du temps. Et l'art du temps, comme la musique, et c'est cette douleur qui a fait que beaucoup de chefs arrêtent le lyrique, qui se dédient vraiment ou à la musique sacrée ou à une musique plus apollinienne. Vraiment, le monde de l'opéra provoque cette douleur, mais finalement, c'est le dialogue entre tous dans un théâtre qui est le plus important. Depuis les directeurs de l'opéra, les techniciens, les metteurs en scène, les chorégraphes, l'orchestre, les chœurs, tous les solistes, même la personne qui est à l'accueil, les dialogues entre tous, c'est un petit monde, et c'est, à l'image du monde d'aujourd'hui, un lieu dans lequel on doit privilégier la communication, les dialogues et les concessions pour pouvoir arriver vraiment où on veut, que c'est privilégier l'idée d'un poète et d'un compositeur. J'ai l'impression, à vous entendre, Leonardo Garcia Larcón, qu'il y a quelque chose qui me fait penser à la psychanalyse. Pourquoi ? Comme s'il y avait une nécessité de lâcher prise, comme s'il y avait toujours chez un chef d'orchestre lyrique, par exemple, comme vous l'évoquez, surtout lyrique, un manque qui est là. Et ça me fait penser à ce que vous dites de votre ville, de Buenos Aires, qui est la ville la plus lacanienne du monde. Vous vous intéressez à la psychanalyse, vous êtes passé par là Bien sûr que vous savez, dans mon pays, si vous ne faites pas de la thérapie, vous êtes malade. Et c'est un pays dans lequel tout le monde connaît. Buenos Aires et New York, c'est les deux villes au monde avec plus de psychanalystes. Et c'est vrai qu'on est tous influencés par cela. C'est une manière de voir le monde. Et c'est aussi très important de voir que la psychanalyse et tout, pas seulement lacanienne, tout ce qui a été développé plus tard, a aussi influencé des compositeurs, des musiciens. Et le baroque, à l'intérieur de toute cette pensée, n'arrive pas à être retenu, même avec une analyse la plus profonde, parce que d'une certaine façon, le baroque, c'est la contradiction et surtout les dialogues avec des émotions extrêmes qui doivent être exprimées d'une manière centrifuge et avec beaucoup avec les extrêmes, avec les émotions à l'état pur. Et la psychanalyse, au contraire, essaie de faire une recherche des pulsions humaines pour essayer de les dominer, pour essayer de ne pas les montrer aussi. Ça veut dire que vous devez pouvoir tailler ces diamants qui sont vos pulsions pour après les retenir et être un être socialement apte. Qu'en réalité, l'opéra baroque en 1637, et déjà avec tous les laboratoires des émotions humaines de Claudio Monteverdi, au début du XVIIe siècle, c'est exactement le contraire. Ça veut dire qu'il faut prendre ces pulsions, les ressentir pour que l'art puisse vivre d'elles sans les cacher. Monteverdi dit que sans ressentir de la haine ou de l'amour,
c'est très très difficile à interpréter certaines de ses œuvres sans avoir pu ressentir ces émotions. Parce que d'abord, il faut ressentir et après pouvoir reproduire. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que dès le moment où on exprime quelque chose ou quelque chose d'autre, et surtout de ce qui est politiquement correct, on part dans un monde dans lequel il y a à chaque fois moins de dialogue, les personnes cachent plus ses pensées, et l'art, c'est pour cela, et l'art baroque aujourd'hui, revient avec force justement pour cela. Il montre tout ce qu'on a à l'intérieur sans peur et sans la contrainte de ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Simplement, on expose. Et après, on doit disposer de nous-mêmes. Et le public sait très bien à quel point cela lui provoque une catharsis émotionnelle à la fin du spectacle. Circondi e il tutto miri, dagli stellanti giri, dimmi, vedesti tu mai di me più lieto e fortunato amante? Fu ben felice. Ce n'est pas tout à fait au hasard que j'ai choisi ce Rosa del Ciel de l'Orfeo de Monteverdi. Vous parliez à l'instant de Monteverdi, Leonardo Garcia Larcón, mais en même temps, c'est la version, j'allais dire, qui fascine complètement, qui a été enregistrée avec Victor Torres et l'ensemble Elima, dirigé par Gabriel Garrido. Je l'ai choisi aussi parce que je crois que Gabriel Garrido a énormément compté pour vous. Comment est-ce que l'on devient le chef d'orchestre que vous êtes devenu? Est-ce que c'est avec, je dirais, les figures tutélaires, amicales, bienveillantes d'un certain nombre de gens, comme Gabriel Garrido ou comme Christian Jacotet, par exemple? C'était très important pour moi de rencontrer Gabriel Garrido. À peine je suis arrivé à Genève, il était mon professeur d'ornementation. Plus tard, j'ai accompagné son cours de madrigaliste avec des personnes qui sont devenues des grands amis. Et plus tard, et dans ces cours de madrigaliste, j'ai connu l'art du XVIe siècle. L'art qui fascine Gabriel Garrido et l'art pour lequel lui est la personne dans ce monde qui connaît le plus, je pense, je le crois, parce que pour moi, c'était Johann Sebastian Bach. Vraiment, c'est Bach qui m'a fait devenir musicien, c'est Bach qui est même aujourd'hui l'essence presque de ma vie, parce que c'est vraiment un miracle quotidien. Mais d'ailleurs, Jean-Sébastien Bach, je crois que vous dites que c'est grâce à votre grand-mère qui vous a offert une encyclopédie musicale et que, avec le numéro 24, il y a eu le déclic. Le numéro 24, c'était des cassettes avec les brandebourgeois de Bach. Absolument. C'est ma grande-mère, Béatrice, elle m'a offert une grande collection des livres et des cassettes. Et bien sûr, quand je suis arrivé au numéro 24, j'ai discuté avec mon père et je lui ai dit j'aime surtout Bach. Et à ce moment-là, lui, il m'a demandé s'il habitait à Buenos Aires. Et de ce moment-là, on a continué à chercher et on a compris qui était Johann Sebastian Bach. Mais j'ai venu en Europe justement pour étudier du Bach avec Christian Jacotet, que c'était une claveciniste où justement ma grand-mère en Argentine avait acheté à la gare de Buenos Aires l'œuvre complète des clavecins de Bach. Quand j'ai entendu cette claveciniste, je me suis dit j'aimerais beaucoup aller étudier avec elle. Et Nicolau de Figueiredo, un grand claveciniste brésilien, continuiste de Jacobs, qui est venu jouer l'Incoronazione di Poppea au Théâtre Colón de Buenos Aires, il m'a dit tu dois absolument aller à Genève, je laisse une place libre et tu pourras travailler avec tous les chanteurs, c'est cela qui va t'amener au monde lyrique. Et c'est cela que j'ai fait. Nicolau de Figueiredo, un très grand claveciniste qui n'est plus entre nous aujourd'hui. Quand je suis arrivé au Centre de musique ancienne, Christian Jacotet m'a reçu
comme reçoit un Suisse. Ça veut dire avec beaucoup de générosité, beaucoup de discrétion, mais elle m'a tout donné. Et en même temps, elle vous a obligé en 15 jours à parler français. Vous ne parliez pas français, je crois. Elle m'a obligé, après l'été, j'avais 2 mois quand même, à parler en français au premier cours. Elle était très claire avec moi. Pendant les cours, on ne parle pas des situations personnelles. Si je lui disais, je n'ai pas de boulot, je ne sais pas comment je vais manger la semaine prochaine, je ne pensais pas rester en Europe, finalement je suis pris, elle m'a trouvé du travail, elle m'a donné quelque chose pour que je puisse manger, elle m'a même offert un clavecin italien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai vécu la générosité suisse. Plus tard, c'était avec Gabriel Garrido que j'ai fait les premières expériences autour de la musique baroque latino-américaine et de la musique de Claudio Monteverdi et tous les madrigals aussi du XVIe siècle. Et Claudio Monteverdi et cet Orfeo qu'on a joué en 2001 avec les grands Victor Torres au Théâtre Colón de Buenos Aires, que c'est une des plus belles expériences de ma vie, où Gabriel, justement, le gourou des émotions humaines, comme je l'ai dit, et il m'a amené de la main, vraiment comme ces petits Argentins qui arrivaient après lui. Et je pense que Gabriel il se voyait aussi lui-même. Il voyait un réflexe, un miroir du chemin que lui-même avait parcouru. Alain Brunet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'une machine à rêve pour vous? Ah, ça c'était le titre d'un festival. Et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel, c'était... C'était le 34e, c'était votre dernier festival. Ah oui, oui. Hein? Alors, je peux dire qu'en 34 ans, presque 35, l'objectif, effectivement, quand on organise des concerts et qu'on invite des amis qui font de la musique, c'est un peu de faire rêver les gens, c'est un peu de leur apporter un plaisir. Jordi Saval, l'autre jour, qui était en Brunet, disait que lui, il donne, on essaye de transmettre un amour qu'on a pour la musique et on essaye de transmettre cet amour au public. Moi, je sais que le rêve, c'est indispensable pour l'homme. Et j'ai aussi fait un rêve au début du festival. C'est ce que j'allais vous demander, oui. C'est-à-dire que quand j'ai visité ce site historique, qui était dans un état assez dégradé, c'était tout de suite en 80, je venais d'être élu président de l'association, et quand j'ai visité toutes ces salles qui étaient des dépôts, des débarras, où on stockait n'importe quoi à l'intérieur, je me suis dit, mon Dieu, ces bâtiments du 16e, 17e siècle, qu'on utilise comme grange pour stocker du matériel cassé, il y a forcément quelque chose de bien à faire. Je ne savais pas encore exactement quoi, et je me rendais bien compte qu'il y avait un gros travail. La restauration, ça serait long. Mais ça a été long. Ça a été long, plus long que prévu. Oui. Plus long, parce que le département qui était propriétaire m'avait dit, tu sais, il faudra bien 10-15 ans pour qu'on restaure. Or, aujourd'hui, c'est fait 40 ans, et on en a restauré un peu plus de la moitié. Voilà. On a encore 2 tranches. Enfin, ce qui est la chose positive, c'est que le département vient de voter un accord pour le principe, c'est-à-dire qu'après la 2e tranche qui va démarrer prochainement, on aura une 3e tranche qui sera la globalité, c'est-à-dire on va terminer toute la partie nord, le logis abbatial du 16e, les jardins, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un accord de principe aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça se passe? Ça a été voté le 9 juillet de cette année. C'est parce que le département vient enfin d'acquérir tous les bâtiments de l'ancienne abbaye bénédictine. Donc, comme maintenant ils sont propriétaires, à part l'église et le cloître qui est toujours resté propriété de la commune, puisque c'est un lieu de culte, hein, l'abbatiale est une église paroissiale. Donc, si vous voulez, le département, enfin propriétaire, et ça a mis longtemps, je crois que les premières parties, puisque vous savez qu'à la Révolution, tout a été cloisonné. Il y avait au moins 10 propriétaires. Moi, quand je suis arrivé en 80, il y avait au moins 10 propriétaires différents. Il a fallu petit à petit acquérir toutes ces propriétés pour en reconstituer le site. Et enfin, le dernier propriétaire a signé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin, on parle de projet global. Et j'en suis assez satisfait, même si ça a mis très longtemps. Ça a mis longtemps, mais c'est vraiment une machine à rêve qui vient de vous, alors, Alain Brunet, dès le départ. C'est vous qui avez eu cette idée de mettre dans ce lieu improbable en 1980, qui était l'abbatiale d'Ambrenay, de la musique. Alors, il y avait déjà eu quelques petits concerts, des petites expériences par le passé.
Et puis, j'ai tout de suite vu l'ensemble. Je me disais, effectivement, l'abbatiale, c'est quand même le cœur. Il faut qu'on anime. Et surtout en 80, l'abbatiale venait d'être rénovée. Donc, on pouvait travailler, faire des concerts. Mais tout le reste, c'était dans un état assez difficile. Oui, moi je me souviens de quelques Voilà. éléments au début des années 90 encore. En 80, quand on a démarré, le cloître n'était pas carrelé par terre. On n'était pas sur des pierres, on était dans de la poussière. Hein. Et puis exactement, il y a exactement beaucoup d'autres choses. J'ai pris très vite conscience qu'il fallait traiter l'ensemble. Et donc on a commencé à utiliser des lieux qui n'étaient pas du tout rénovés, mais dans des conditions difficiles. On tendait beaucoup de toiles pour cacher la misère. Ah, ça c'est sûr. Et c'était très humide des fois. Et c'était très humide, Au mois évidemment d'octobre. pour les violonistes et pour les gens qui avaient des cordes en boyau, c'était pas évident de jouer, notamment à la Tour Dauphine, qui avait par ailleurs une bonne acoustique. Et moi, il y a eu un déclic, ce qui m'a vraiment poussé encore dans ce sentiment de voir l'ensemble. C'est une discussion, vous savez, moi je trouve que les projets comme ça, c'est les rencontres. C'est quand on rencontre les gens qui disent quelque chose qui reste. Or moi, il y a quelque chose qui m'est resté. C'est une discussion avec l'architecte des monuments historiques, peu importe son nom, et qui me dit, vous savez, on est en train de reconstituer le noyau historique, et je viens d'apprendre que la mairie a revendu une partie à un privé, alors que dans l'ensemble, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, on reconstitue le noyau. Donc il n'était pas content, et il me dit à la fin, de toute façon, en Bronais, il ne se fera jamais rien, on se contentera de mettre des tuiles sur les toits, et basta. À moins que, et on avait fait peut-être 2 concerts, c'était peut-être en 82 ça, il m'a dit, à moins que vous, qui avez organisé les 2 premières soirées musicales, on n'appelait pas ça festival à l'époque, les 2 premières soirées musicales, alors que vous ayez un projet, vous imaginiez quelque chose, et que pour ce projet, il faudra un écran, et à ce moment-là, on vous restera, lui dire. Mais si vous n'avez pas de projet, si personne ne monte un projet, il n'y aura pas de restauration. Et ça m'est resté là, c'était 82. C'est toujours là. On est en 2019, il y a 40 ans de passé, et je vois enfin que les choses, petit à petit, se réalisent. Ce qui je leur dis toujours en rigolant, mais tout le monde rigole aussi d'ailleurs, je dis dépêchez-vous, on ne va pas finir avant que je sois mort. Donc j'espère qu'on va arriver à tout faire avant cette date finale. Je voudrais quand même savoir, vous parliez de projet, on parlait à l'instant de machine à rêve. Est-ce que c'est ça, être un chef? Parce que j'ai noté qu'au moment de votre départ en tant que vraiment directeur artistique du Festival d'Ambronay, justement... Général, comment on dit. Directeur général, pardon Alain. Vous avez eu cette déclaration absolument étonnante, « Je dois me résoudre à ne plus être le chef ». Oui. Donc vous étiez le chef de tout cela, oui, à Ambronay. J'étais directeur général, je faisais la direction artistique, je trouvais que c'était la direction artistique qui était évidemment un des axes principaux. Et moi, discuter avec les artistes, comme Leonardo, mais plein d'autres, c'était formidable. Hein, c'est sûr que imaginer les projets, ensuite trouver les financements pour réaliser tout ça. Voilà, donc ça c'était vrai. Et c'est vrai que quand, au bout de 35 ans, puisque c'était à peu près 35-36 ans, eh bien, laisser la main, ça demande beaucoup de générosité. Ça demande beaucoup de générosité, dire maintenant, tu as fait ton temps, il faut passer la main à des plus jeunes, qui ne vont pas voir la même chose, qui ne vont pas voir les mêmes idées, qui seront plus modernes, qui seront plus tournés vers l'avenir, différents. Et tout ça, il va falloir l'accepter. Parce que si je ne l'accepte pas, ça capote. Ou alors on change de président. Aujourd'hui, je suis président. Mais donc, c'est vrai que ça demande un réel effort de dire, il faut laisser les gens travailler. Alors, ça n'implique pas que, de temps en temps, je dis des choses. Par exemple, si j'ai un artiste que j'ai rencontré, j'ai écouté, que je trouve que c'est extrêmement extraordinaire, je le dis à Daniel ou à Pierre, qui ont succédé, et Daniel Bizeret et Pierre Bournachot, qui font et je leur dis, voilà, je pense que cet artiste, j'ai écouté des choses formidables, écoutez-les, ça serait bien qu'on les invite. Et puis c'est tout. Après, c'est eux qui décident si oui ou non ils l'invitent. Mais comme je suis de naturel un peu tenace, je reviens après, un an après, je dis, ah, tu sais, on avait parlé de cet artiste. Et je m'aperçois d'une chose qui me fait plaisir,
c'est qu'ils ne répondent pas tout de suite. Cette bonne guerre, ils ne vont pas tout de suite programmer cet artiste-là. Mais 2 ans après, il y est. Donc ça me fait plaisir. J'ai choisi David et Jonatas de Marc-Antoine Charpentier avec William Christie en 1994, parce que c'est le moment où il y a une académie baroque européenne. Et ce qui est absolument étonnant, Alain Brunet, c'est de voir comment les choses se sont développées. Parce que vous évoquiez le début en 1980, mais c'était Guy Touvron en 1980, oui, par exemple. C'était Udo Reinmann qui venait faire une soirée de leader. Et ensuite, mais 3 ans après, vous avez bifurqué du côté baroque. Oui. Et du côté notamment de William Christie. Oui. Vous évoquiez Jordi Savall, enfin, tant de musiciens baroques sont passés par là. Tous sont passés à Ambronay. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Est-ce que c'était parce qu'il y avait à ce moment-là une sorte de mode baroque déjà, ou est-ce que c'était les rencontres que vous évoquiez? Alors, c'était pas pour poursuivre la mode, c'était simplement qu'au sein de l'association, j'avais 2 ou 3 amis qui s'intéressaient de très très près à la redécouverte de ces répertoires et qui écoutaient les premiers disques qui sont sortis, Les Arts Florissants par les Arts Florissants en 84, etc. Et on se disait c'est quand même intéressant, etc. Et puis, pendant les 3 premières années, on avait fait des mauvaises expériences, c'est-à-dire qu'on avait des concerts de musique de chambre, ça se passait pas mal, et puis on avait des concerts symphoniques. Or, les concerts symphoniques, ça, toutes les fois qu'on avait un concert symphonique, la presse venait me voir à la fin, « Ah, Brunet, mais arrête avec ces concerts symphoniques, tu vois bien que ça sature, c'est trop puissant. L'abbatiale d'Ambronay n'est pas faite pour recevoir ce type de musique. Il faut que ce soit des musiques un peu plus délicates, un peu moins fortes. » Et en fait, on a fait, donc, dès qu'on m'a dit, on a discuté, on a dit, mais tiens, les Arts Florissants montent Didon est né de Purcell, c'était en 84. J'avais fait déjà venir M. Malgoire avant, en 83. 83, oui. Et en 84, j'invite William Christie, et il vient donner Didon est né de Purcell. Et c'était, pour moi, une révolution. J'avais dans la tête des Musici ou des interprétations comme ça. Mais là, c'était d'une légèreté, les voix étaient c'était toute cette, comment dire, cette philosophie du son qui était clair, pas de vibrato, Agnès Mellon, Guillemette Laurence, tout ça. Et ça faisait un ensemble extraordinaire. Vraiment, j'avais des amis qui étaient professeurs de musique, qui faisaient aussi des musiques avec des amateurs, et ils disaient, oh là là, mais c'est extraordinaire. Donc, moi, cette sonorité-là, c'est la sonorité aussi de Christie, qu'il a beaucoup développée. Ça m'a paru extrêmement intéressant. On a continué d'ailleurs, l'année d'après, on a fait Assis et Galatée, etc. Et Christie est devenu un habitué, mais en parallèle, à partir de 87, il y a eu Jordi Savall. Et il joue aussi des musiques françaises. Donc, avec Christie, on a découvert une musique française vraiment dans un esprit très français, vraiment. Et puis avec Jordi Savall, on a découvert la musique française dans un esprit espagnol, avec une sonorité très chaude, tout était très rond, les voix n'étaient pas du tout claires comme ça, mais très très chaudes et très musclées, voilà, comme on peut dire, enveloppées, rondes. Et moi, ce qui m'a passionné dans tout ce travail, c'est que je me disais, tous ces artistes, ils ont des voix différentes, mais ils ont chacun a sa personnalité, ils nous apportent des choses excellentes, les meilleures choses possibles, mais avec leur personnalité, avec leur sonorité, avec un son qui est différent. Et j'interrogeais, un jour je parlais avec Sergi Casademun, qui est le violiste qui est toujours à côté de Jordi Savall, mais je dis, mais explique-moi pourquoi vous avez ce son dans l'orchestre. Et il m'a dit, c'est très simple, toutes les viols, c'est moi qui les fais. C'est moi qui les fais, j'ai un son que Jordi veut, et tout le monde joue sur ces viols-là. Il dit, ah bon, d'accord. Donc si vous voulez, je trouvais que tout ça, c'était passionnant. Et après, petit à petit, avec tous les autres chefs, chacun avait sa personnalité, tous les grands chefs,
ils étaient tous dans une certaine recherche d'authenticité, si on veut. Hein, ils ont tous fait de travail sur les partitions, comment interpréter ces musiques. Mais chaque chef a sa personnalité. Et je vois que ça continue. Je vois que quand on entend Sébastien Dossé aujourd'hui, dans la musique française, c'est pas Christy. Mais c'est formidable. Eh bien voilà, maintenant vous les connaissez mieux. D'un côté Leonardo Garcia Alarcón, de l'autre Alain Brunet. On va les retrouver ensemble, bien évidemment, pour parler de quoi? Parce que, après tout, dans le premier numéro de l'invitation au voyage, nous parlions de l'âme, avec Elsa Greter et Jonathan Marolles. Nous parlions du silence dans le deuxième numéro avec Reinhard Fennagel et Andreas Becker. Et puis avec Anne-Marie Réby et Alain O'Haraud, nous évoquions les couleurs et bagatelles dans le troisième numéro. Devinez de quoi nous allons causer ensemble. Bon voyage à nouveau. Est-ce que vous vous souvenez, Léo, la première fois où vous êtes arrivé à Ambronay? Alors oui, c'était au mois de septembre 1997, ça veut dire 3 mois après mon arrivée en Europe. J'arrive à Ambronay pour faire mon premier concert. C'était le ballet comique de la Reine. J'étais déjà élève. Je venais de commencer mes cours au Conservatoire de Genève. Et Gabriel Garrido m'invite à jouer avec l'ensemble Lima et avec les élèves du Conservatoire de Genève, du Centre de musique ancienne et aussi du Centre de musique ancienne de Lyon pour créer ce ballet comique à Ambronay. Au festival, qui était pour moi une expérience inoubliable. On a enregistré un disque et c'était mon premier disque aussi. Toutes des émotions énormes. Et je pouvais déjà un tout petit peu visualiser ce que signifiait ce festival quand j'ai connu Alain et quand j'ai connu toute l'équipe des bénévoles qu'on continue de rencontrer aujourd'hui après tellement d'années. Alors ça fait effectivement plus de 20 ans maintenant. Alain Brunet, comment est-ce que vous avez eu envie de donner à Leonardo Garcia Alarcón la chance de pouvoir avoir de plus en plus accès aux concerts, enregistrer des disques sous le label Ambronay? C'est quoi? C'est Gabriel Garrido qui vous l'a soufflé? C'est simplement le fait que Léo arrivait et puis il irradiait? J'observais le travail que Gabriel faisait avec toute son équipe. Et j'observais Leonardo qui traite là au milieu. Et c'est peut-être pas au niveau du ballet comique de la Reine qui était une folie aussi. Il faut dire qu'il aurait fallu avoir un grand opéra. Enfin, là, on était dans une salle des fêtes. C'était vraiment difficile. Mais lorsqu'on a fait, quelques années après, les Vêpres de Monteverdi avec Gabriel, Léo était au clavecin, au continuo. Et j'assistais c'était des moments fabuleux, tous ces jeunes qui arrivaient de toute l'Europe, qui ne se connaissaient pas et qui commençaient à travailler avec Gabriel Garrido qui avait un enthousiasme extraordinaire, qui faisait des stages de préparation ou des stages, ils travaillaient jusqu'à minuit, 1h du matin, ils n'arrêtaient pas. Et tous ces jeunes venaient vers moi me dire « Ah, mais on apprend des choses formidables avec Léo, avec Gabriel et avec Léo. » Et moi, je voyais Leonardo, qui était toujours en train d'expliquer à tous ses copains, tous ces académiciens qui étaient autour de lui et qui expliquaient le continuo. Et c'est Léo qui leur donnait toutes les clés pour faire un continuo. Et à tel point que, pour moi, il était tellement persuadé à la direction de l'académie que quand j'ai fait quelques années après un livre où j'ai recensé tous les jeunes artistes qui avaient fait l'académie, pour moi, Léo était dans les maîtres. Il était déjà dans les maîtres parce qu'il expliquait tout. Je crois que c'est en 2009 que vous avez, Leonardo, dirigé l'académie, c'est ça? Oui, en 2009. Ensuite. Déjà en 2006, c'était notre première année en résidence. Ça veut dire notre premier disque avec Peter Phillips. Justement, que c'était notre premier disque au Centre culturel. Avec Léo, il y a plusieurs choses qui jouent. D'abord, quand on connaît l'homme, c'est un contact humain formidable. Moi, j'aime bien les gens avec qui j'ai le feeling, comme on dit. Et c'est vrai qu'avec Léo, ça marche tout de suite. On sent la personne.
voilà, c'est quelque chose qui est intrinsèque. S'il vous dit quelque chose, c'est parce qu'il aime ça, parce que... Mais c'est exactement ce que tu fais, Alain. Oui, C'est-à-dire, c'est je dois dire absolument, par exemple, pour moi, le festival des Ambronay et Alain Brunet, c'est des synonymes, bien évidemment. Jacques Merlet disait, parlez-moi du festival d'Ambrunet. C'est justement cela. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu aussi l'acoustique de l'abbatiale, Oui, il y a tout ça. mais ouais. c'est aussi la voix d'Alain. Et c'est aussi ce pouvoir de conviction, ce sens du risque, et oui, tout ce qui est, ouais, qui est nécessaire dans la culture et qui nous a permis à nous, comme à tant d'autres, de se développer. C'est ça qu'on a besoin, bien sûr, qu'après j'ai eu la chance de connaître des personnes, justement comme Bernard Foucroul aussi, au Festival d'Aix-en-Provence, et surtout aussi musiciens et tout cela. Mais c'est des personnes qui marquent dans la carrière des musiciens, pouvoir avoir ces personnes comme Alain qui laissent justement partir vers des folies, vraiment, comme celles qu'on a réalisées au Festival d'Ambronay. Je parle pas seulement de Peter Phillips, sinon même des madrigaux de Barbara Strozzi ou Il Diluvio Universale, et des pièces qu'on n'aurait pas pu monter et préparer ailleurs. J'ai l'impression que ça vous résume en quelque sorte, Leonardo. J'ai l'impression parce que il y a à la fois le bandoneon, il y a Piazzolla, il y a Monteverdi, il y a une passion musicale là. C'est ça, c'est les deux rives de votre passion qui vous ont amené à créer ce disque grâce au label Lambronais qui s'appelle donc Monteverdi Piazzolla. Exactement, c'était une vraie folie. On devait faire un disque Vivaldi Piazzolla. Et je me souviens qu'au Centre culturel d'Ambronay, j'ai beaucoup discuté avec la directrice du label à l'époque, Isabelle Battioni. Elle m'avait dit un label ne peut pas aujourd'hui accueillir un autre disque, Vivaldi Piazzolla. Je pense que le dialogue entre Monteverdi et Piazzolla serait plus intéressant. Et moi, j'ai dit non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout montrer ma vie privée. Le tango Piazzolla, ça fait partie de ma vie privée, de mon grand-père, de l'Argentine, de tout ce que j'ai quitté, de la nostalgie. Je ne peux pas montrer ça en public. Mais plus tard, je me suis rendu compte que c'était une évidence de pouvoir faire un dialogue. Un dialogue entre deux mondes, et surtout entre des différents instruments, des instruments anciens et des instruments modernes, qui puissent dialoguer comme une sorte de rêve, ou un tanguero, un homme qui chante et danse du tango, rêve d'une femme d'un autre temps, qui lui chante des pièces du XVIIe siècle, et surtout de Claudio Monteverdi. Et c'est cela qu'on a réalisé, et je pense qu'on l'a joué plus de 50 fois. C'était quelque chose d'extraordinaire pour nous de faire cette synthèse de vie. Quand on est en Argentine, nous manque l'Europe et tout ce monde du baroque qui l'entoure. Et quand on est en Europe, nous manque le tango, nous manque notre pays. Alors, dans ces spectacles, dans ces disques, on a fait une synthèse de nos vies. Et oui, et puis c'est une synthèse aussi des allers-retours, parce que vous dirigez Monteverdi, donc un Européen, une musique traditionnelle, enfin vraiment profondément européenne, mais le bandoneoniste, William Sabatier, lui est français. Oui. Il n'est pas du tout argentin, c'est surprenant là. C'était une rencontre inouïe, parce que j'étais en train de choisir des bandoneonistes à l'aveugle, sur Internet, pour savoir lesquels me parlaient le plus. Et je me suis dit, alors lui, il est absolument argentin. Il est pour moi le meilleur. On aimerait l'avoir. Et après, je me suis rendu compte que non. William Sabatier est né à Clermont-Ferrand. et c'est avec lui qu'on a pu réaliser cela, parce que c'est très difficile de parler avec des bandoneonistes qui puissent justement partir vers le monde du baroque et
du Monteverdi, que c'est un tout petit peu avant, c'est presque du Moyen-Âge pour des bandoneonistes. Oui. J'ai envie de vous citer quelqu'un que vous aimez beaucoup, Leonardo, je crois. Pour long et compliqué que soit le chemin, n'importe quelle destination se compose en réalité d'un seul moment, le moment où l'homme sait pour toujours qui il est. Et c'est Borges. Oui. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous devez avoir en vous, ce genre de réflexion de Borges. Je pense que ces réflexions étaient la rencontre, et je me répète, avec Johann Sebastian Bach. Que à c'était nouveau, une rencontre oui. avec le cosmos et avec je pense, avec tout ce que je pouvais sentir à l'univers à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, je savais qui j'étais. Je pense que c'est cela qui a ressenti Borges. Tous les hommes le ressentent une fois dans sa vie. Et c'est vrai que tous les chemins de la vie, après, est simplement une extension de cette vision. Oui, ça devait être assez étonnant de vous retrouver à Genève, où est mort Borges, lorsque vous aviez 10 ans. Hein. C'est vrai que Borges était aussi à 19 ans à Genève. Ça veut dire qu'il a passé son adolescence, il a même appris l'allemand en lisant Schopenhauer. Et il a vraiment beaucoup connu de la littérature mondiale à Genève. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il a voulu revenir à Genève où il croyait que c'était les lieux les plus propices au bonheur. Maintenant, je peux comprendre de ce qu'il parle. Parce que j'habite à Genève depuis 22 ans aujourd'hui. Et c'est vraiment un endroit où je retrouve absolument tout le calme pour pouvoir réfléchir au projet futur et pour pouvoir établir les rêves et même redéfinir les émotions. C'est l'arc-en-ciel qui apparaît dans la terre au moment où Dieu pardonne l'humanité. Il y a le chemin qui est le chemin qui mène à Genève, qui va à Buenos Aires, qui passe par Paris, qui passe par l'Opéra de Paris, l'Opéra de Versailles pour vous, par Ambronay bien sûr. Et puis il y a le chemin intérieur. Et là j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que l'on évoque rarement, mais qui doit être constitutif de votre travail à l'un comme à l'autre, c'est la foi. Léo. Alors, la foi pour moi, c'est simplement la gratitude qui existe pour la vie, en fait. Cette gratitude qui existe pour la nature, pour la musique, pour l'homme, pour tout ce qu'on est capable d'admirer au long de cette petite vie à l'intérieur d'une galaxie qui fait partie d'un univers avec 100 millions de galaxies. Et cela provoque vraiment, plus que l'admiration, c'est l'étonnement de savoir qu'est-ce que c'est tout cela. Et cela est Dieu. Au-delà de toute croyance, la foi est simplement à ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est tout ce qui existe. Et c'est cela Dieu. Vraiment, moi aussi, je me définis bien sûr comme chrétien, parce que je crois que le message de Christ, il est plus actuel que jamais. Ça veut dire quelqu'un qui a parlé il y a 2000 ans de pardon et d'amour et dans une société qui ne le permettait pas. Aujourd'hui, il ne peut plus être considéré un naïf. Et après, on peut définir s'il était Dieu ou pas pour nous. Mais en tout cas, je suis chrétien au moment de croire à ces messages. Mais la foi dans ce Dieu qui ordonne cet univers et qu'on ne sait pas qui c'est et qu'est-ce que c'est simplement l'étonnement et surtout cette gratitude quotidienne au moment de vous réveiller et de dire « je suis là ». Et Alain, est-ce que depuis le petit séminaire où vous chantiez les louanges, les laudes, est-ce que c'est quelque chose effectivement qui est une sorte de colonne vertébrale pour vous ? Certainement, même si j'ai pris quelques distances aussi par rapport à tout ce qu'on m'a inculqué au séminaire, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a, dans tout le parcours qu'on a réalisé depuis 1980, je crois vraiment qu'il y a eu,
je ne sais pas si c'est... Alors, les chrétiens, les catholiques disent la grâce divine, là, on peut trouver plein de mots. Mais je trouve que, en tout cas, ce qui me frappe dans tout ce parcours, c'est que chaque fois que j'ai eu des gros problèmes, chaque fois que j'avais des gros soucis, même des soucis financiers ou d'autres, je peux dire que j'ai toujours eu la main tendue, la personne, l'organisation qui m'a dit on va faire comme ça va aller. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai jamais été en panne. Et quelque part, je me dis peut-être que c'est ça. Peut-être que on croit à quelque chose, on ne sait pas trop, est-ce que c'est le Dieu, Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme un ange gardien qui a toujours été là, qui m'a jamais manqué, et qui a fait que j'ai réussi à passer certaines épreuves quand c'était vraiment compliqué. Notamment quand on a fait le ballet comique de la Reine, il y a eu 1 million de déficit, je ne vous parle pas déjà. Oui, je me souviens que c'était difficile à ce moment-là. C'était très difficile. Oui. Je me souviens que Gabriel disait, tu sais, c'est pas difficile, on va faire une mise en scène, des décors, des costumes, mais ça va tout tenir dans 2 valises. Et puis à la fin, quand les décors sont arrivés avec les costumes, c'était une seule grande valise, mais c'était un smirbock, avec beaucoup de roues. Et quand j'ai vu arriver le smirbock, puis les factures après, je me suis dit, ça va être très très difficile. Eh bien, mon ange gardien, s'il existe, m'a trouvé une solution. Je ne peux pas trop dire ici, peut-être, mais qui m'a fait vraiment plaisir, en fait, parce que ça s'est passé l'année suivante, avec Christy qui montait Thésée de Lully, avec les grands conservateurs supérieurs. Et c'est au sein de cette opération qu'on a pu trouver la solution, parce qu'on était vraiment à limite. Et là aussi, vous savez, quand les banques viennent vous voir et disent bon, on ne va plus vous suivre, parce que vous avez un déficit trop important, bon. Il y a encore une banque qui est venue me voir en disant mais on vous fait confiance, on va vous accompagner et on va remettre tout ça à plat. Toujours j'ai eu la personne qui m'a pris par la main. Je peux vous dire, j'ai dit mais c'est incroyable que je ne me suis jamais senti seul. J'ai toujours eu la main qui était tendue pour me sauver des eaux. Comme quoi, il y a des cas qui ne sont pas prévus par Dieu. Je reprends cette expression parce que je sais que vous l'employez par rapport à Martha Argerich, en disant c'est un monstro, comme on dit en Argentine. Il y a des choses qui ne sont pas prévues par Dieu, y compris les rencontres amoureuses. On ne va pas parler ici peut-être d'aspects plus personnels, mais enfin, il faut peut-être dire un mot sur cette photographie magnifique qui est juste derrière vous, Léo, puisque vous êtes avec votre femme, c'est le jour du mariage. Puis cette femme a une voix absolument incroyable. La voix, c'est essentiel, et Mariana Flores, c'est votre voix aussi. Oui. Je l'ai connue à Ambronay, c'était l'année 2005. Décidément. C'était l'année 2005, un stage autour de Monteverdi. Et à ce moment-là, c'est vrai que dès qu'on s'est connus, on a ressenti une union très forte. C'est cette union qui passe à travers l'art, mais avec quelques artistes, vous restez là, même si vous avez la grande admiration. Là, on savait qu'on était en train de parler un langage commun et qu'on était en harmonie. Et bien sûr, plus tard, on a commencé à travailler ensemble et en 2010, on s'est mariés en Argentine. Mais c'est vrai que tout cela a commencé à Ambronay. Et chaque fois qu'on revient à Ambronay avec nos enfants, maintenant, Francisco et Lucia, on est très émus de retrouver les lieux où on s'est vu pour la première fois. Je pense que Mariana est d'une certaine façon ma muse. La personne avec laquelle je partage le plus des choses musicales, avec laquelle justement aussi je partage toute une vie qui est très très difficile. La vie de musicien, c'est d'abord une grande solitude, même si vous nous voyez avec beaucoup de monde, mais c'est ça seulement lors du concert. Mais après, vous êtes beaucoup seul, vous êtes beaucoup en voyage. Et vous êtes loin de la famille, déjà la famille d'Argentine, et après, quand vous avez des enfants, vous êtes loin des enfants. Alors, avoir avec Mariana un couple qui aujourd'hui est là, justement, pour pouvoir accéder à un monde sans s'exploser dans l'air, et pour moi, le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau de la vie. Et je pense que
aujourd'hui, je peux dire que c'était, de tout ce que j'ai réalisé en Europe, quand même, la plus belle réalisation. Eh bien, moi, je vous remercie beaucoup pour le cadeau que vous nous faites à tous les deux, hein, que vous êtes là, vous avez pris ce temps si précieux, Leonardo Garcia Alarcón. Merci Alain Brunet d'être venu d'Ambronay, de Lyon. Et pour nous quitter, eh bien, quelques images du déluge universel enregistré à Ambronay, enregistré en 2010 justement, et avec la voix bien sûr de Mariana Flores. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.